Donc, merci beaucoup de m'avoir invitée, puis de m'avoir si bien présentée. Donc, effectivement, je m'appelle Pauline, puis je fais actuellement mon doctorat à l'Université de Montréal. Puis, je tenais évidemment à remercier le réseau québécois de recherche sur la douleur de m'avoir conviée à ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre des concours Je m'affiche, où le réseau finance leurs étudiants pour participer à des événements scientifiques. Et on les remercie beaucoup pour cela. Mon doctorat est sous la supervision de trois personnes merveilleuses qui sont Anne Hudon, Alexandre Mathieu Fritz et Diana Zidarov, que je remercie énormément. Fait qu'on va commencer sans plus tarder à parler ensemble de physiothérapie sur les réseaux sociaux et notamment des enjeux soulevés par l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, nos objectifs aujourd'hui, c'est de se sensibiliser à ces enjeux-là, aux enjeux associés à l'utilisation des réseaux sociaux en physiothérapie et de vous introduire à une utilisation avertie, le mieux qu'on peut, pour vos besoins de santé. On rappelle que c'est une conférence à destination principalement du grand public. Donc, voilà. Pour commencer, on va échanger un peu ensemble. Je vais vous laisser vous connecter sur WooClap. Vous avez plusieurs options, scanner le QR code sur votre téléphone ou vous rendre sur votre PC sur wooclap.com et rentrer le code suivant, SKGOJK, celui qui s'affiche ici. Je vais vous laisser me dire, vous pouvez écrire sur votre téléphone ou sur votre PC. Qu'est-ce que les réseaux pour vous? Qu'est-ce que les réseaux sociaux pour vous? On a un gros Facebook qui s'affiche. OK, pro, perso. On a des rencontres, effectivement, un côté virtuel, plateforme d'échange, très intéressant. LinkedIn, effectivement, qui est un réseau social plus professionnel. Instagram, ça bouge. Information, effectivement. Influenceur, c'est une notion qu'on ne parle pas trop dans la présentation, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ont un nombre d'abonnés plus grand que leur nombre d'abonnements, c'est-à-dire qu'ils sont suivis par plus de gens que ce que eux suivent sur les réseaux sociaux. Et en ce sens, ils influencent, une notion d'influence des gens autour d'eux, du moins numériquement. C'est ça la définition d'un influenceur. TikTok. Donc, on a beaucoup de noms de plateformes qui apparaissent à l'écran. Et effectivement, c'est bien ça. Fait que les réseaux sociaux, c'est quand même large comme définition. Il y a plusieurs définitions dans la littérature, mais ça rejoint la notion aussi de Web 2.0. Et en fait, ça se caractérise vraiment par une grande interactivité entre les utilisateurs et davantage de contenus qui sont générés par les utilisateurs eux-mêmes et avec des plateformes de collaboration. Donc, on voit qu'il y a voilà, cette notion de rencontre, les échanges qui apparaissent énormément, qui sont très caractéristiques des réseaux sociaux. Et ça comprend effectivement les médias sociaux qu'on a beaucoup nommés là sur le WooClap, mais aussi plus largement la notion de blog, les balados et aussi toutes les pages wiki aussi un ensemble d'applications basées sur le cloud. Donc, c'est une notion assez large qu'on choisit en tout cas d'étudier ici. On continue avec la prochaine question. Hop. En 2023, quel pourcentage de la population québécoise utilisait les réseaux sociaux? Vous avez plusieurs choix, 56%, 89%, 78% ou 37%. OK, alors, la bonne réponse était 78%.
parce qu'on se situe sur la population aussi adulte. Et on voit que en fonction des âges, c'est pas la même. Et en dessous de 5, au-dessus de 55 ans, ça diminue beaucoup. On passe à 63%. Et sur les tranches d'âge plus jeunes, on est effectivement autour des 89-90% d'utilisation, ce qui est quand même assez grand. Et c'est une grande proportion de la population. Donc, question suivante. En 2023, quelle proportion de la population québécoise s'informait sur les réseaux sociaux? Une personne sur six, une personne sur cinq, une personne sur quatre ou une personne sur trois. Donc, les répondants, vous avez tous trouvé la bonne réponse. Effectivement, c'est une personne sur trois, voire plus. Une personne sur trois, c'était les chiffres de 2021. En 2023, on est un tout petit peu plus qu'une personne sur trois. On doit être à 1,36, 37. Qui s'informer sur les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup. Puis, on peut voir aussi que la deuxième source, 40%, c'est sur des sites web. Donc, la télévision reste en numéro un, mais ça reste que c'est quand même important, l'information qui est diffusée et consommée sur les réseaux sociaux pour s'informer. Question suivante. Quelle est la plateforme la plus utilisée par les adultes québécois? J'ai mis quatre plateformes connues, Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube. La bonne réponse est Facebook au Québec. Donc, la plateforme numéro un au Québec est Facebook, la plus utilisée. Au niveau mondial, c'est YouTube. Enfin, il y a une petite différence. Et c'est parce qu'aussi leur échantillon, hein, l'échantillon de l'enquête sur une population adulte, il se peut que TikTok remonte vraiment beaucoup dans le classement si on avait notamment des personnes beaucoup plus jeunes. Donc, question suivante. Quel est le temps moyen d'utilisation des réseaux sociaux par jour par les Québécois? En 2021, c'était plutôt 3h30, c'est un petit peu diminué. En 2023, on est à 2h56, donc bravo à ceux qui ont mis 3 heures, c'est bien ça. Et donc on est bien autour de 3 heures, ce qui est quand même beaucoup. Et on peut voir qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnes. La deuxième catégorie de réponse, c'est entre 3 et 6 heures. Donc, un temps moyen sur les écrans quand même important dans une journée. Donc, il y a potentiellement des choses à faire avec tout ce temps sur les écrans. Et effectivement, avec une utilisation aussi soutenue hein, sur des réseaux sociaux dans la population, il y a aussi des nouvelles utilisations qui se sont développées, notamment en santé et particulièrement en physiothérapie. Déjà en 2013, donc il y a déjà 11 ans, c'est 84,3% des physiothérapeutes qui avaient un compte Facebook au Québec. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec les réseaux sociaux. On peut aller chercher des nouvelles populations, réfléchir à des nouvelles formes de promotion de la santé, puis aussi réfléchir à des nouvelles formes de soins, de construction du soin, avec ces notions d'échange qu'on a sur les réseaux sociaux. Ça crée beaucoup des nouvelles pratiques. Hein. On crée des infographies, on crée des vidéos. On n'est plus sur le traitement au chevet du patient. On n'est plus, voilà, on fait pas on n'est plus dans les traitements habituels. Et en physiothérapie, à quoi ça ressemble? Ben, c'est très, très, très varié. On peut avoir des blogs, on peut avoir beaucoup de vidéos sur YouTube, là, comme on peut voir avec des vidéos d'éducation sur la douleur. Mais on a aussi, je vous ai mis des exemples de pages Instagram
variée, avec une page avec un peu plus de personnes qui suivent, qui sont des pages, une page de No Bullshit Physio, qui est une page à destination du grand public et des professionnels et qui a vocation à lutter contre notamment la désinformation et une page un petit peu moins suivie, et qui est quand même moins suivie et qui est un peu plus à destination des autres professionnels. Donc il y a pas mal de pages aussi d'entraide entre professionnels pour améliorer les pratiques entre soi et qu'il y a beaucoup d'exemples différents et des utilisations très variées en physiothérapie. Donc c'est assez intéressant. Par contre, il faut amener un point de vigilance à tout ça et faire attention éventuellement à des inégalités sociales qu'on pourrait créer d'accès à ces services-là, notamment quand on sait que chez les plus de 55 ans, les réseaux sociaux sont quand même moins utilisés et qu'on a aussi toute on attire et on s'adresse en général, voilà, une caricature sur les réseaux sociaux, c'est on s'adresse à un jeune sportif et on s'adresse moins à des personnes de plus de 55 ans avec de la douleur chronique. Donc, faut faire quand même un petit peu attention aux inégalités qu'on pourrait créer avec ce type de contenu. Et aujourd'hui, au Québec, il n'y a pas de réglementation ou de ligne directrice claire. Il y a seulement un guide de pratique qui commence de dater de l'Association canadienne de physiothérapie. Et ça amène à quoi le fait que ce soit pas balisé? C'est dans la littérature, on constate que il y a beaucoup de comportements non professionnels qui sont rapportés avec voilà, non-respect de la confidentialité des patients. Hein. On délivre des informations identificatoires et aussi des comportements parfois sexuellement explicites ou des comportements de dénigrement de patients, des moqueries, etc. Il y a donc, ça soulève plusieurs enjeux, puis ça soulève aussi des enjeux autour des compétences. Donc, il y a des enjeux de sécurité de données, effectivement, mais des enjeux aussi autour de la compétence des professionnels à utiliser ces outils-là, avec des questions autour du professionnalisme. Donc, c'est important aujourd'hui d'étudier ces utilisations, notamment de créer des nouveaux concepts qui vont nous aider à comprendre et à appréhender ces nouveaux enjeux qui sont soulevés par ces utilisations. Et il est aussi important aujourd'hui de mieux encadrer les pratiques pour pouvoir continuer de faire des bonnes choses et limiter les risques et limiter voilà, les mauvais comportements et ce qui est constaté aujourd'hui dans la littérature. Donc, ce qu'on a fait dans mon projet de doctorat, dans une toute première étape, c'est qu'on est allé voir dans la littérature scientifique quels étaient les enjeux éthiques et sociaux associés à l'utilisation des réseaux sociaux par les physiothérapeutes et notamment dans l'objectif de créer des nouveaux concepts pour permettre de mieux comprendre ces pratiques. C'est un type de revue un petit peu particulière qu'on a fait où on a porté un regard critique sur les articles en regardant par exemple les auteurs, leur provenance ou la façon dont ils pouvaient aborder le sujet dans leurs recherches. Donc, on est allé regarder un petit peu dans la littérature scientifique tout ce qui était en rapport à la physiothérapie, aux réseaux sociaux aux enjeux éthiques et sociaux. On est allé chercher dans 4 bases de données scientifiques et on a relevé 3107 articles qu'on a ensuite triés rigoureusement plusieurs personnes pour à la fin en retenir 24 qu'on a étudiés, évalués en profondeur. On a notamment beaucoup lu ces articles et extrait toutes les données du début de l'introduction jusqu'à la conclusion. On a mené des réflexions critiques du début à la fin du processus et notamment l'objectif c'était d'aller chercher toutes les idées dans les articles et essayer de les réorganiser ensemble en continuant nos lectures pour créer des nouveaux éléments, des nouveaux concepts pour nous aider à comprendre ces nouveaux phénomènes d'utilisation des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la littérature? Ben, le principal résultat, c'est que il n'y a pas beaucoup d'articles sur le sujet qui sont précisément sur la physiothérapie. Il y en a beaucoup plus qui sont au sujet des médecins ou des soins infirmiers, par exemple.
Et on a peu de sujets, on a peu d'articles qui ont des données issues d'expériences, des données empiriques, où on a créé, voilà, on allait vraiment étudier le phénomène auprès des populations. On a beaucoup d'articles, d'opinions, des points de vue, des éditoriaux. Donc, en recherche, on considère que on a peu, il y a déjà peu d'évidence scientifique sur le sujet, et donc voilà, les données sont peu fiables entre guillemets. Les populations, le sujet des articles était principalement évidemment les professionnels de la physiothérapie, mais aussi quelques articles sur les étudiants. Et point important, la majorité des articles étaient issus de pays anglo-saxons et notamment des États-Unis, avec une approche, voilà, beaucoup d'approches de publicité, de business, voilà, faut monétiser monétiser les soins, comment récupérer des nouveaux clients sur les réseaux sociaux, etc. Donc une approche très ancrée dans un modèle privé du soin qu'on peut voir, qu'on peut constater aux États-Unis. Et les sujets principaux des articles, hein, c'était l'objectif, et la majorité était d'émettre des recommandations sur l'utilisation des réseaux sociaux, mais aussi de valoriser ces pratiques et comment créer des nouvelles opportunités, notamment pour attirer des nouveaux clients dans les cliniques de physiothérapie, et aussi des articles sur l'exploration des pratiques sur le Web 2.0, mais beaucoup moins, et surtout auprès des étudiants, et quelques argumentaires éthiques qui réfléchissaient un petit peu plus au sujet. Donc, qu'est-ce que, de quoi parlaient tous ces articles? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc là, on ne peut pas tout présenter aujourd'hui, sinon ça va un long moment. Donc tout d'abord, en ligne, les informations sont complexes et c'est difficile, notamment pour les usagers, de s'y retrouver. On retrouve notamment des informations de mauvaise qualité scientifique, et il est difficile de contrôler ces informations diffusées. Notamment, elles sont beaucoup plus permanentes. Même si on supprime, les captures d'écran ont pu être faites, et il est difficile d'anticiper comment une information va être reçue par la personne qui la lit. Et aussi les informations, en fait, la façon dont sont créés les réseaux sociaux et des phénomènes de mode, par exemple, ça crée une distorsion de la réalité. Si, par exemple, on veut s'informer sur l'actualité scientifique de la profession, il peut y avoir des phénomènes de mode et une vraie distorsion de ce qu'est l'actualité scientifique en physiothérapie. Et puis, il y a aussi surtout beaucoup d'infos, pas qu'en physiothérapie, beaucoup d'infos tout court, donc c'est vite trop sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des enjeux, des problèmes de confidentialité. Beaucoup d'articles relevaient les mauvais paramétrages des comptes, hein, que ce soit des professionnels ou des usagers. Il y a tout un ensemble hein, de politiques de confidentialité sur les plateformes qu'on a tendance à pas lire, à passer vite. Et il y a aussi des problèmes de bris de confidentialité avec des physiothérapeutes qui délivrent des informations identificatoires de leurs patients sur les réseaux sociaux. Et les articles évoquaient aussi des fois des comportements qu'on pourrait qualifier d'abusifs sur la recherche sur les réseaux sociaux, de la recherche sur ses collègues ou des recherches sur les réseaux sociaux sur même ses patients. Et tout ça, ça amène à beaucoup de conséquences indésirables, des possibles conséquences indésirables en fait de ces utilisations, avec des préjudices hein, aux usagers qui peuvent être réalisés, et pour les professionnels aussi des impacts sur leur vie réelle, c'est-à-dire aussi des fois ce qu'on fait avec sa page personnelle peut avoir des répercussions, des actions devant l'ordre, être attaqué, etc., des répercussions sur la vie physique réelle du professionnel. Donc ça nous amène à devoir en fait réfléchir et penser un petit peu la citoyenneté digitale en physiothérapie, qui insiste notamment sur la participation active et responsable en ligne des utilisateurs. Et ça, par exemple, ça implique de protéger la sécurité des données qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, de protéger aussi le bien-être de tous les utilisateurs et de s'engager dans une bonne utilisation des réseaux sociaux.
Ensuite, ce que les articles évoquent, hein, c'est vraiment une absence de réglementation et de guide qu'on avait déjà constaté et un vrai besoin de former les professionnels et les étudiants parce que l'utilisation des réseaux sociaux, c'est tout le temps et dès la formation initiale. Et il y a très peu de choses qui sont faites actuellement à ce sujet-là et aussi un vrai besoin d'apprentissage par les pairs, parce que c'est comme ça qu'on est formé dans nos formations. Donc, il y a un vrai besoin de développer ça. Les pratiques sont non basées sur des données scientifiques. Que ce soit les informations hein, qui sont diffusées, on en a parlé tout à l'heure, et de mauvaise qualité des informations, qualité scientifique des informations diffusées, mais aussi la pratique en elle-même. Est-ce que utiliser les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'efficace? Par exemple, si on veut travailler sur de l'éducation à la douleur. Et il y a une vraie remise, tout ça, ça mène à une vraie remise en question de la responsabilité et de la réputation de la profession, hein, avec des questions de collégialité, d'intégrité professionnelle, de savoir utiliser en fait les réseaux sociaux selon les règles quand elles existent, et aussi même parfois avec un compte personnel, on représente la profession tout entière et un seul poste un peu altérer l'image de toute une profession. C'est un peu, c'est un peu poussé à l'extrême comme réflexion, mais c'est des réflexions qui apparaissent dans les articles. Ça nous amène à réfléchir en fait le professionnalisme digital en physiothérapie qui insiste sur les compétences et les comportements professionnels en ligne. Et ça nécessite par exemple d'appliquer les mêmes principes qu'en personne déjà. C'est-à-dire de ce qu'on ne ferait pas dans un cabinet dans une clinique de physiothérapie, on ne le fait pas en ligne adapter aussi ces éléments aux différents contextes sociaux et culturels, parce que des fois, il y a des choses qui sont plus acceptées dans certaines sociétés qui ne le sont pas dans d'autres. Et il est aussi important de développer les compétences pour utiliser correctement les réseaux sociaux pour les professionnels. Ensuite, ce que les articles hein, mettaient en évidence, les comportements, d'abord, il y a des comportements inappropriés, hein, qui ont été mis en évidence avec un effet vraiment désinhibiteur des réseaux sociaux. Voilà, il y a un effet d'écran, on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas en présentiel de nombreux exemples en fait dans la littérature de nombreux exemples de mauvais comportements en ligne comme poster des photos des patients, des propos discriminatoires, des propos à caractère sexuel. Il y a vraiment beaucoup d'exemples qui sont nommés. Il y a une relation, les relations entre les personnes les limites sont floues, notamment entre un usager et un professionnel et ils sont aussi déséquilibrés. Donc ça, faut faire un petit peu attention avec ça. Est-ce que est-ce qu'on se considère que c'est bien ou c'est correct d'être ami avec un patient sur Facebook ou sur Instagram? Ça, c'est des choses qu'on se pose pas toujours comme question en présentiel, mais maintenant aujourd'hui, c'est des choses qui se posent, ces questions qui se posent en ligne, et il faut quand même toujours bien réfléchir et repenser sa posture professionnelle où on est quand même dans des relations de domination par rapport à nos patients, hein, on est dans une posture de pouvoir par rapport à nos patients et on a toujours des gens vulnérables en face de nous. Donc voilà, il faut quand même faire attention à ça. Il y a aussi beaucoup de conflits d'intérêts en ligne avec des considérations économiques importantes des enjeux, des considérations économiques importantes, par exemple beaucoup de liens d'intérêt avec des organismes de formation, par exemple, ou des liens d'intérêt avec des entreprises privées qui sont pas toujours nommées, dont on peut faire implicitement ou pas la publicité. Et tout ça, ça amène vraiment à un bris de confiance hein, entre les professionnels et les usagers. Ça complexifie un petit peu les relations, qui est un enjeu majeur en fait dans cette situation.
Ça nous amène à avoir besoin de développer ce qu'on appelle la netiquette, de la netiquette en physiothérapie, qui insiste sur le comportement éthique et respectueux en ligne. Et ça, c'est par exemple vraiment adhérer au principe d'éthique en santé, revenir un petit peu à, c'est toujours la même chose, revenir un petit peu à la base de ce qu'on fait déjà en présentiel et développer un ensemble de règles surtout pour baliser correctement les comportements en ligne. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est patient sur les réseaux sociaux face à tout ça? D'abord, il est important de rester vigilant, de vérifier ses paramètres, voilà, de vérifier ce qui est dit, de vérifier ce qu'on dit, qu'est-ce qui est dit, mais ce qu'on dit aussi, de vérifier ce qu'on poste, de faire attention. Il faut aussi se questionner, garder un esprit critique. Est-ce que ce que j'ai en face de moi, est-ce que ce qui est dit est quelque chose de, est-ce qu'il y a des références, est-ce que c'est basé sur la littérature, est-ce qu'il y a des choses qui me disent que je peux faire confiance en ce qui a écrit, et aussi se questionner. Est-ce que je ressens une gêne? Est-ce que je suis inconfortable avec cet échange que j'ai avec cette personne, avec ce que je suis en train de lire? Parce que si oui, ben, il faut peut-être prendre un pas de recul et continuer la réflexion sur ça, parce que c'est pas quelque chose qui devrait être. Et pour autant, rester curieux parce que faut continuer de chercher, de s'abonner à différentes pages. C'est pas parce qu'on a trouvé une page qui m'est intéressante sur la douleur qu'il n'y en a pas d'autres. Faut continuer d'explorer, de prendre, de laisser et donc de rester curieux sur les réseaux sociaux. Parce que tout ça, c'est d'abord une question de confiance, notamment la confiance des Québécois envers les réseaux sociaux est peu élevée, elle augmente un petit peu, mais elle est quand même peu élevée, malgré que c'est quand même assez ambivalent. Une personne sur trois s'informe sur les réseaux sociaux. La confiance en ces informations est plutôt basse par rapport aux médias traditionnels. Et donc, il est vraiment important que tout le monde, que tous les usagers puissent naviguer de façon plus éclairée et sécurisée sur les réseaux sociaux. Il est important d'avoir accès à la bonne information pour votre santé et il est important aussi de prendre conscience des risques des utilisations des réseaux sociaux, un petit peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui et d'assurer, pour nous professionnels, il est important d'assurer la qualité des informations diffusées, leur sécurité et leur accessibilité au plus grand nombre. C'est pour ça que aujourd'hui, le projet de recherche continue, notamment pour les étapes suivantes qui continuent, notamment dans l'objectif de soutenir la pratique professionnelle, d'établir des solutions qui satisfassent les intérêts de chacun. Il est vraiment important aujourd'hui de conscientiser les étudiants et les professionnels à une pratique éthique et sécuritaire et de baliser les pratiques pour une utilisation en confiance des usagers. C'est pour ça que aujourd'hui il y a une enquête en cours qui est auprès des physiothérapeutes québécois et français. Je fais mon petit instant pub. Je sais qu'il y a des physiothérapeutes en ligne avec nous. Donc voilà, aujourd'hui, en ce moment, on réalise des entretiens. Là, vous voyez, je vous ai mis l'affiche en France parce qu'actuellement, la collecte de données est en France. Et en janvier, elle sera au Québec. Donc, restez à l'affût des messages sur les réseaux sociaux notamment. Voilà. Et je tenais à remercier le RQRD pour cette invitation, à remercier évidemment toute mon équipe de recherche composée de fabuleuses personnes, et puis l'ensemble des institutions qui veulent bien financer mon doctorat aujourd'hui.